j'étais très, très hétérogène et ça, je me l'expliquais pas trop. Qu'est-ce qui fait que sur un examen, je pouvais être ultra fort et sur les autres, j'étais dans la moyenne de la classe. J'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je pense que ça a participé sur le long terme à me donner confiance au niveau de la recherche parce que en recherche, finalement, c'est plus vos maxima qui sont importants que votre moyenne. C'est vos moments on va dire de génie entre guillemets, mais c'est vos moments de créativité plutôt hors normes qui vont faire que c'est à ce moment-là que vous allez résoudre tel ou tel problème. Bonjour à tous et à toutes. Quel plaisir, quelle joie de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez profité pour bien vous reposer, vous ressourcer et que vous revenez en pleine forme pour attaquer la rentrée. Pour ma part, je suis ravie de reprendre le podcast. Et quelle reprise! Car oui, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Hugo Duminil-Copin, professeur à l'Université de Genève et professeur permanent à l'IHES, Institut des hautes études scientifiques, et médaille Fields depuis 2022, la médaille Fields étant l'une des 2 plus hautes distinctions pour un chercheur ou une chercheuse en mathématiques. Le domaine d'expertise d'Hugo étant celui des probabilités, en l'honneur de notre invité de marque, toute cette première partie de saison sera consacrée aux probabilités et aux statistiques de façon plus générale. Mais pour des domaines d'application très variés, comme vous le constaterez en découvrant mes invités suivantes. Dans le cas d'Hugo, il s'agit d'applications à la compréhension de phénomènes de transition de phase, comme il nous l'expliquera lui-même en détail. Et ceux-ci peuvent en fait avoir des liens avec l'étude de phénomènes de porosité, comme ceux intervenant dans la percolation par exemple. Et oui, vous ne verrez plus votre tasse de café de la même façon après avoir écouté Hugo. Dans cet épisode, on reviendra ensemble sur son parcours depuis le lycée jusqu'à son poste actuel, en passant par ses années de classe préparatoire à Louis le Grand et celle à l'École normale supérieure de Paris. Il discutera de son rapport aux mathématiques en grandissant et nous parlera du déclic qui a tout fait basculer pour lui et l'a orienté vers la carrière qu'il mène aujourd'hui. Il abordera également comment, lorsqu'il a été confronté à ses premières grosses difficultés dans ses études, c'est dans le domaine du sport qu'il a su trouver des clés pour les surpasser. Il insistera également sur le fait que, pour lui, les mathématiques sont avant tout une discipline faisant appel à la créativité. Je n'en dis pas plus et vous laisse le plaisir de découvrir cet échange. Bonne écoute! Alors, enregistrement. Ok, et ben écoute, si c'est bon pour toi, on va pouvoir démarrer. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Hugo Duminil-Copin, donc professeur à l'Université de Genève et professeur permanent à l'IHES, Institut des hautes études scientifiques, et médaillé Fields depuis l'année dernière. Donc, comment est-ce qu'on se connaît ? J'aime bien toujours mettre les choses en perspective, si on peut appeler ça vraiment se connaître. En fait, on est tous les deux ambassadeurs et ambassadrices de la maison Poincaré, donc il va être le premier musée de maths en France qui va ouvrir ses portes en septembre, et on reviendra d'ailleurs sur ce point par la suite. Mais on n'avait jamais eu l'opportunité d'échanger en vrai. Donc, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, Hugo, et que ce soit l'occasion. C'était un plaisir. Alors, je vais rappeler le plan de l'émission. Donc, on commence toujours par revenir sur ton parcours. Donc, on commence au lycée et on va jusqu'à ta thèse. Et ensuite, dans une deuxième partie, on se focalise plus sur ta vie de chercheur actuelle. Et on termine avec ta carte blanche. Mais avant d'aborder ces aspects, donc on va revenir sur ton parcours. Et donc, on revient en 2003, où tu as obtenu ton bac. Où est-ce que tu as passé ton bac ? Alors, moi, j'ai passé, donc je viens de la région parisienne. J'ai été élevé aux Ulysses et à Bure-sur-Yvette, donc dans la vallée de Chevreuse, tout au bout du RER B. Mais par contre, j'ai fait mon lycée en fait à Louis-le-Grand, donc en plein centre de Paris. Mes parents j'étais en colocation avec mon meilleur ami. Ça a été parmi les meilleures années de ma vie. À Wow 16 ans, on était en colocation. Ah ouais Ah ouais, c'était génial. Le week-end, on rentrait à la maison. Donc, c'était exactement la bonne quantité de papa-maman, en fait. Le week-end et puis en semaine sur Paris. Mais dans Et un appart à vous n'étiez pas en dans un internat? appart à nous. Non, pas en internat. Dans un appart à nous. C'était un bordel monstre. Mais c'était génial. Et donc 3 années à Louis-Grand, baccalauréat
à Louis-Grand et derrière, en fait, j'ai enchaîné sur une classe préparatoire dans le même établissement, en fait. D'accord, ouais, donc OK, je comprends mieux, comment tu es arrivée en prépa. Alors juste avant qu'on aborde la prépa, tu as fait un bac S, je suppose? Oui, tout à fait. Comme J'ai fait un bac S. En fait, l'anecdote marrante, c'est que avant d'arriver au lycée, j'hésitais entre justement faire un lycée qui me demanderait peut-être un peu plus de travail que là où j'étais auparavant, ou faire un sport-études handball. Donc, j'avais très envie mon père est prof de sport, ma mère est danseuse, donc j'avais très ah envie de faire oui! du sport. Et aujourd'hui, quand je vois mon gabarit, me dit que j'ai pris une très bonne décision en partant pas sur le sport études handball, où d'ailleurs probablement j'avais absolument pas les capacités de le faire, voilà, donc j'avais vraiment des rêves qui étaient assez disjoints et assez éloignés d'une carrière académique Ouais. à ce moment-là. En fait, c'était quelque chose que j'envisageais pas du tout. J'étais plutôt, voilà, je voulais faire du sport, et puis puisque j'ai décidé de pas faire ça, finalement, je me suis dit je vais à Louis Grand. Et là, j'avais plutôt en tête de devenir enseignant, en fait. Ah d'accord, OK. OK. C'était vraiment mon but ultime. Et donc pourquoi avoir choisi cette filière, la filière scientifique? Alors, j'étais quand même, disons, je sais pas si je devrais dire que j'étais plus doué en sciences, ou si j'étais vraiment pas doué dans le reste des disciplines, les deux étant probablement vrais. Euh, non, ouais, pour moi, j'avais plus de facilité en sciences en général, hein, et en mathématiques et physique en particulier. Et c'était aussi ce qui m'intéressait le plus intellectuellement. C'est-à-dire, j'avais quand même des intérêts très divers, mais on va dire que les mathématiques en particulier, le, la satisfaction que je pouvais ressentir quand j'avais résolu un exercice n'était pas la même que dans les autres disciplines. J'étais pas quelqu'un qui avait une grande confiance en soi. Et en fait, je trouve que ce côté très final, hein, quand on a démontré quelque chose, on est assez sûr de l'avoir fait en maths. Il n'y a pas de doute de est-ce que j'ai fait les bonnes hypothèses, est-ce que je me suis basé sur les bonnes choses. Par exemple, en physique, que j'aime aussi énormément, on y reviendra probablement, j'avais vraiment mon cœur balancé entre les deux disciplines. En physique, j'aimais beaucoup le fait qu'on décrivait le monde autour de nous, mais j'avais toujours ce petit souci de bah alors, ok, mais par exemple, on fait de la physique, mais on fait pas de physique quantique au début. C'est Ouais, normal, c'est trop compliqué. Mais du coup, on nous demande d'admettre plein de choses quand on ouais. fait de la physique au collège, et puis on nous demande d'admettre un petit peu moins au lycée, mais quand même encore beaucoup, puis etc. Donc on raffine, mais du coup, j'avais ce sentiment d'insatisfaction perpétuelle que j'avais pas en maths. En maths, j'étais assez sûr de ah là, c'est fini. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aimais bien les mathématiques, et que aussi je me sentais de les enseigner, parce que je me disais bah là je mens pas, quoi, c'est le vrai, je présente les maths comme elles sont. Ah, c'est marrant, ça fait vraiment écho à mon parcours. C'est exactement pareil. J'aimais beaucoup et les maths et la physique et j'ai basculé du côté des maths parce que je trouvais que c'était, «plus juste» entre guillemets. En physique, il y avait ce côté, des fois, il pouvait y avoir des courants différents qui s'affrontaient et en fait, on savait pas Exactement, ouais. forcément lequel avait raison et alors qu'en maths, je trouvais qu'il y avait vraiment ce sentiment de justice. Si tu l'as Ouais. démontré correctement, tout le monde sera d'accord Tout le donc monde, ouais, c'est très vrai, c'est très vrai. Et en tout cas, dans mon cas, ça résonnait avec peut-être ce besoin d'être rassuré finalement dans ce que je pensais, et dans ma façon de réfléchir. Et voilà, je ne suis OK. pas étonné que. Et donc du coup, donc si je comprends bien, à ce moment-là, ce que tu avais en tête, c'était plutôt d'être enseignant en maths? Voilà, exactement. Donc c'était vraiment, le but. Donc mon père, donc prof de sport, ma mère en fait est devenue institutrice. J'ai une tante enseignante. Aujourd'hui, ma femme est enseignante. Enfin, j'ai toujours baigné dans ce monde enseignant. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, et du coup, j'étais vraiment motivé pour devenir enseignant. Et on viendra dessus, mais c'est très très tard en fait que j'ai bifurqué, essentiellement en prenant conscience que le métier de chercheur, hein, en fait, comprenait aussi de Eh l'enseignement. oui, Donc à ce exactement. moment-là, je me suis dit bon bah pourquoi pas, quoi. Si je peux avoir tout dans le même panier, pourquoi pas. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est tu dis que tu as bifurqué assez tardivement, mais est-ce qu'à l'époque, tu connaissais déjà les métiers de la recherche? Pas du tout. Je crois que j'avais absolument aucune conscience de ça. J'ai été quelqu'un d'assez tardif dans ma réalisation que le métier de mathématicien mathématicienne existait.
en quoi il consistait. Même, c'est assez marrant, mais j'ai cette anecdote toujours en 2006, on reviendra de nouveau là-dessus, mais ou c'était peut-être 2007, mais je suis un cours avec Wendelin Werner, qui a reçu la médaille Fields justement l'année précédente. Et en fait, j'ai suivi tout le cours sans savoir qu'il avait la médaille, parce que ça m'avait pas traversé l'esprit. Et à la fin, un de mes amis m'a dit, mais attends, je comprends pas. Et donc à chaque fois, je pense à cette anecdote aujourd'hui parce que bah il y a plein de gens qui connaissent pas la médaille Fields et c'est tout à fait normal. Et je me rappelle toujours, oui, non, attends, j'étais en master de maths avec un médaille Fields en face de moi et je ne le savais pas pendant tout le cours, quoi. Donc, en gros, en train de parler en plus de ce qu'il avait fait en lien, enfin, c'était tout à fait en lien avec la raison pour laquelle il avait gagné la médaille Fields. Donc, c'était vraiment. Ah, mais Donc, je j'ai comprends. toujours été lent à ça. Mais enfin, moi, la dernière fois, je me posais la question, je sais pas à quel moment j'ai vraiment réalisé que les profs qui étaient en face de nous étaient tous des chercheurs. C'était pas évident pour moi, en fait, au départ. Je suis Euh, entièrement d'accord. C'est quelque chose de façon générale. Je pense qu'on est la population générale ne sait pas vraiment ce que c'est que le métier de chercheur ou de chercheuse et c'est normal en fait. On leur donne pas tant d'indices que ça. On a l'idée de ce que c'est que la recherche en biologie, en médecine, parce qu'on en voit entre guillemets l'impact. Donc on sait peut-être pas ce que c'est que le quotidien d'une chercheuse en biologie moléculaire, mais voilà, on sait, ou en médecine, mais on sait que les médicaments ils sortent pas de nulle part. Donc on a conscience de ça, mais quand on sort de ces disciplines-là où on a directement un impact, euh, bah pour les maths par exemple, on ne sait pas trop que ça existe, quoi. et c'est très Même quand difficile on à fait des études. visualiser, en fait. Parce que, Exactement. comme tu dis, le biologiste ou le chimiste, on va l'imaginer dans son bureau avec ses tubes à essai ou ses boîtes de pétri. Mais le mathématicien, qu'est-ce qu'on Voilà, visualise? exactement. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il se débrouille? Dans quel but? Quelle est sa motivation? Ça, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. On comprend bien que une chercheuse en médecine, oui, elle veut comprendre telle maladie, elle veut soigner telle maladie. C'est évident pour tout le monde ce que ça veut dire. En maths, pourquoi quelqu'un essaye de... Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un théorème? Pourquoi il essaye de démontrer un théorème? Quel est son but? Qu'est-ce qui s'est mal passé dans sa vie pour qu'il bifurque? Voilà. Ok. Donc, du coup, comme tu disais, 2003-2005, tu continues à Louis le Grand en classe préparatoire. Donc, toujours avec l'idée d'enseigner en... Ouais, ouais, tout à fait. En particulier, ça voulait dire, j'étais pas du tout intéressé par les écoles d'ingénieurs. J'étais vraiment Ok. exclusivement intéressé par les écoles normales, donc l'ENS Paris, l'ENS Lyon et Cachan. Donc c'était vraiment mon but parce que bah, ouais, je voulais devenir enseignant. D'accord. Et donc, ces écoles-là, comment est-ce que tu en as entendu parler et découvert que c'était le chemin qu'il fallait faire pour être enseignant ou chercheur? Parce que c'est pas forcément... Il y a pas mal de gens qui connaissent pas les ENS. Oui, tout à fait. Alors à Louis Grand, c'est quand même le la prépa faisant, en fait, il y a quasi, bon, ouais, j'exagère peut-être, mais il y a bien un tiers des personnes qui sont à Louis-Grand qui sont en prépa. Donc, il y a un équilibre entre prépa et lycée qui est très particulier. Et en particulier, on est tout de suite intégré dans cette idée qu'il y a la prépa derrière. Et du coup, dès qu'on connaît la prépa, ben, on connaît forcément les, euh, les différentes écoles d'ingénieurs euh, qui arrivent à la fin, les concours, quoi. Donc assez vite, j'avais conscience de ça. Et puis j'étais dans une classe à Louis Grand un peu particulière. Autant Louis Grand en soi est pas, je trouve, j'ai pas ressenti un élitisme particulier à Louis Grand. Je trouve que on y avait une très bonne ambiance, etc. Les niveaux étaient assez hétérogènes finalement. Mais par contre, il y a une classe particulière à Louis Grand qui réunit donc dès la première, donc en seconde tout le monde est partagé, en première terminale il y a une classe, enfin à mon époque, mais je crois que ça existe encore, une classe particulière qui s'appelait la première S1 puis la terminale S1, qui regroupait les meilleurs élèves. Et là, alors l'ambiance était toujours excellente, mais par contre il y avait quand même, c'est vrai que c'était une classe exceptionnelle en termes de niveau, quoi. Et donc naturellement, mécaniquement, en fait, la question des concours, la question des différentes écoles, etc.,
revenait assez souvent parce que c'était une classe qui préparait quand même, c'était une pré-classe prépa en fait. C'était quelque chose qui D'accord, préparait. ouais. Donc dès la première, j'ai connu ces choses-là. De là à dire que je pensais que je pourrais entrer dans ces écoles, c'est autre chose parce que, petite anecdote, mon premier examen de mathématiques, mon premier S1, j'ai fait avant-dernier de l'examen. Donc là, j'ai repensé mes choix de vie. Là, j'étais là, oula, peut-être que le handball était fait pour moi finalement. Ah mais du coup, mais ça m'intéresse. Comment est-ce que, parce que donc tu as plutôt le profil de quelqu'un qui s'en sortait bien dans cette matière. Comment est-ce que tu as rebondi? Ah, Qu'est-ce que ça a déclenché ça a chez été toi? un choc et avant cela, je suis pas sûr que donc j'aimais les maths, mais je suis pas sûr que c'était une passion. C'est-à-dire, je pensais oui, si je dois enseigner quelque chose, je préfère enseigner les maths qu'autre chose. Ça, c'est à peu près clair, maths ou physique, je dirais. Mais c'était peut-être pas encore quelque chose qui me faisait vibrer, quoi. Et donc j'arrive, je me plante lamentablement à ce premier examen et ça m'a fait prendre conscience que mon logiciel de travail était pas le bon, clairement. Mmh. Et je pense que ce que j'ai identifié à ce moment-là, c'est que je me focalisais trop sur mes acquis par rapport à ce que je comprenais pas, qui est quelque chose qui est très contre-productif en maths. Juste venir avec son bagage et penser que ça va suffire pour résoudre un problème ou pour, c'est en général le recipe for disaster, comme on dit. C'est la meilleure façon de se planter. Il faut au contraire accepter de réfléchir sur ce qu'on comprend pas sur le problème, sur les choses qui nous semblent contre-intuitives, etc. Et c'est en travaillant sur ces choses-là qu'on va créer l'intuition, qu'on va améliorer notre intuition du problème et qu'on va parvenir finalement à le résoudre. Et en plus, par ce processus, on aura appris des choses et donc on a cet aspect cumulatif qui fait que quand on va attaquer un autre problème, on aura un background qui est plus des prérequis qui sont plus importants et on se posera de nouveau la question de ce qu'on comprend pas, etc. Et ça, je crois que je l'ai compris en première, en fait. Parce que là, je me suis rendu compte que OK. je comprenais rien, en fait, essentiellement. Donc c'est sûr que j'ai pas eu trop le choix en même temps. Hein. Mais donc, je comprenais rien. Et donc, je me suis dit, bon, bah là, il faut que je prenne les choses que je comprends pas. Oui, avant, je pouvais me permettre, il y avait peut-être un truc sur 20 que je comprenais pas. Donc, je pouvais me permettre de pas vraiment me poser de questions profondes sur ces choses-là, parce que j'avais quand même 19 sur 20. Mais Mmh. là, bon, bah voilà, je finis avec, je sais plus combien j'ai eu, mais 3, 4 sur 20. Et là, je fais, bon, là, je comprends plus rien, donc focalisons-nous sur ce que je comprends pas, essayons vraiment de réfléchir. Et en fait, j'ai pris énormément de plaisir. C'est vraiment quelque chose qui a été très agréable parce que j'ai découvert ce processus justement de compréhension qui est particulièrement jouissif en mathématiques parce qu'il y a ce moment où Mmh. vraiment on passe de l'incompréhension totale à on va dire, allez, la compréhension totale. Il y a vraiment, Ouais. c'est une bascule qui est pas forcément si évidente à avoir dans d'autres disciplines parce que justement, par exemple en physique, moi j'ai toujours l'impression que on comprend un peu du problème, mais pas tout. Et puis finalement, on passe à un moment où on comprend beaucoup plus du problème, mais pas tout quand même. Et en fait, je trouve qu'en maths, il y a la bascule est beaucoup plus violente, mais du coup beaucoup plus satisfaisante. On Et arrive à oui, un truc où là, ouais. ah là, je maîtrise. Là, j'ai compris. Et, L'ascenseur émotionnel est exactement, l'ascenseur émotionnel est décuplé. Et donc ça, j'ai adoré. Et ça a été en fait un déclic qui a fait que je me suis plus arrêté après. J'aimais bien réfléchir sur les choses que je comprenais pas. Et en ouais. particulier, j'étais pas embêté par le fait de pas comprendre parce que je me disais, bah, en fait, ça va être une occasion super. Euh, Ouais. et, et, euh, et en fait, ça a continué à, du coup, euh, ça a fait un effet boule de neige qui était que je comprenais de plus en plus de choses. Il y avait toujours des choses Mmh. que je comprenais pas, mais ça me faisait pas peur. En fait, j'appréciais ça et je passais du temps, parfois des semaines, des mois. On reviendra peut-être dessus, mais donc je suis un probabiliste, donc quelqu'un qui étudie les phénomènes aléatoires. Et par exemple, mon premier cours de probabilité, j'ai rien compris à la notion principale, centrale de la théorie des probabilités. Ça s'appelle une variable aléatoire. Je comprenais D'accord. pas ce que c'était. Je comprenais pas l'intérêt de l'objet. Ouais, l'objet. De là, Mmh. c'est une fonction. Je comprends pas pourquoi ils font tout un blabla ils appellent ça C'est une une fonction variable. comme une Voilà, autre. ils appellent ça une variable aléatoire. Non, moi j'ai tout compris, c'est une fonction. Mais je comprenais bien quand même que j'avais tort. Et en fait, ça m'a pris énormément de temps. Et au moment où j'ai compris la subtilité
pourquoi on appelle plutôt ça une variable aléatoire, même si c'est bien une fonction, mais pourquoi on la considère un petit peu différemment. À ce moment-là, ben, j'ai adoré les probas, mais ça m'a pris Ouais. très longtemps, 2 mois et demi, 3 mois, en fait, à comprendre ce que c'était que la notion de variable aléatoire. Donc, ça me faisait pas peur de prendre longtemps à être même peut-être plus lent que mon voisin ou ma voisine sur la compréhension d'un objet ou d'une notion. Ça me faisait pas peur. Et donc, du coup, ça, je pense, c'est quelque chose qui, en fait, a eu un impact à très long terme, très bénéfique Ah sur bah, ma recherche. oui, je pense que c'est une grande force puisque comme on explique, quand on essaye de donner une idée de notre métier, on passe plus de temps à ne pas comprendre et à se tromper qu'à comprendre. Alors là, Donc ouais, c'est sûr qu'il faut aimer ne pas comprendre, hein, sinon voilà. ne devenez pas mathématicien ou mathématicienne, sinon. Donc du coup, j'ai l'impression que, j'aime bien, avec tous les invités que j'ai reçus, vraiment tous et tous les gens, qu'on côtoie en général, il y a effectivement dans leur parcours un moment où ils se sont pris une claque. Mmh. Donc toi, c'est ce Ah, moment-là? très clairement, c'est ce moment-là et j'aime bien le rappeler en particulier aux jeunes parce que, en fait, on a parfois cette image et qui plus est en mathématiques que je trouve désastreuse qui est, cette idée qu'il y a cette bosse des maths, que c'est inné, qu'on est mathématicien ou mathématicienne et puis après, en gros, on se laisse porter par la vague jusqu'à notre métier de recherche, mais c'est pas dans mon cas, c'était pas du tout ça et en fait, le déclencheur en tout cas du mécanisme qui a fait que je suis probablement un chercheur qui est pas trop mauvais, c'était vraiment en fait très tard et c'était une claque. C'est vraiment les 2 points importants. Quand j'avais 13 ans, je voulais être, astronome ou, handballeur. Quand j'avais 9 ans, je voulais être pompier comme tout le monde. Heu, et voilà et en fait, c'est bien plus tard que les choses, se sont mises en place et elles se mettent en place aussi quand la vie vous secoue, quoi. Ouais, ouais, ouais. OK, ouais, c'est intéressant de voir comment est-ce que tu en es arrivé, que finalement quelque chose qui aurait pu être négatif, Mmh. tu as réussi à le tourner et à en faire quelque chose d'extrêmement positif puisque voilà, c'est la carrière que tu mènes aujourd'hui. Exactement et je pense d'ailleurs pour juste rebondir là-dessus, hem, moi j'ai beaucoup essayé de méditer, surtout cette année, je l'avais pas trop fait avant, mais sur pourquoi j'ai réagi comme ça et pas autrement Ouais, c'est intéressant, ouais. et en fait, je me suis rendu compte que mes parents ont énormément insisté pour que je fasse plein de sports différents et en sport, en fait, le processus d'apprentissage, il est clair pour tout le monde, en fait. À peu près tout le monde sait comment on apprend en sport. On apprend en sport en s'entraînant. Et dans l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrête pas de pas savoir, hein. Quand on essaye de tirer au handball, on va faire des entraînements, il va y avoir des heures et des heures de tir et on va tirer à côté de la cage, on va tirer à côté de la cage, on va tirer à côté de la cage, on va tirer sur le gardien, etc. Et on rate, on rate, on rate, on rate, on rate. Et c'est en ratant qu'on apprend peu à peu, hein. Je pense pas que même Mbappé, la première fois qu'on lui a mis une balle devant les yeux, je pense pas qu'il se soit mis à faire sans jongle du premier coup, hein. C'est évident qu'on Oui, oui. et donc en sport c'est évident. Et puisqu'on m'a fait faire plein de sports différents, je suis toujours retombé à la case départ et j'ai dû Oui. refaire depuis le début le processus d'apprentissage. Et donc du coup, probablement l'idée que on apprend quelque chose, que ce soit le sport, la musique ou les maths, qu'on l'apprend en se trompant, c'était quelque chose d'évident et qui était déjà dans mon ADN en fait à ce moment-là. Enfin, pas dans mon ADN dans le sens, Mmh. mais dans mon Oui, oui, oui. éducation, c'était quelque chose que j'avais compris de mon éducation et qui a fait que bah voilà, ça s'est passé sur les maths. Mais bon, bah, je me suis trompé, je me suis planté. Bah, ok, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne et puis je vais m'entraîner en me trompant. C'est normal que je comprenne pas et puis hop, on avance peu à peu et ça probablement le sport m'a énormément aidé en fait à faire ça. Donc il y a une, Ah! je trouve que dans les apprentissages, il y a quand même une fluidité, une perméabilité entre les Ouais. différentes formes d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à rappeler, en particulier quand on fait les comparatifs peut-être avec les pays, par exemple les pays de l'Est qui ont tendance parfois à, à sortir des gens dès l'âge de 12, 13 ans et dire vous êtes des génies en maths, vous allez faire que des maths. Et oui, ça produit des gens qui sont hyper forts dans les concours, les Olympiades internationales, etc. Mais en fait, je trouve que ça coupe un peu Ouais. l'enfant
cette chose naturelle qui est d'apprendre des différents apprentissages. Quelle est sa façon à lui ou à elle d'apprendre le plus efficacement? Parce que moi, clairement, c'est le sport qui m'a aidé à trouver ma façon Ouais, je trouve d'apprendre. ça très intéressant parce qu'effectivement, je suis sûre que de prime abord, la plupart des gens ne verraient pas comment ta pratique du sport a pu à un moment Exactement. t'aider dans. Donc, ouais, très intéressant le point que tu soulèves. Ok. Et donc, du coup, tu as abordé un petit peu, tu as dit déjà brièvement que l'ambiance était plutôt bonne. Comment est-ce que tu as vécu ta période en prépa? Ouais, alors Parce que c'est pas forcément une période ça peut simple, être une hein. période très compliquée. Pour moi, ça a été une période extrêmement heureuse. J'ai passé une très bonne prépa. Euh, j'ai trouvé que l'ambiance, en fait, en tout cas à Louis Grand et dans notre classe, ça ne me permettrait pas de généraliser, mais l'ambiance était très collaborative. On avait un peu l'idée d'être tous dans la même équipe et tous. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que il y a quand même un concours à la fin. C'est quand même Mm. un événement stressant. Même pour moi, ça a été une période stressante. J'avais aussi la chance d'avoir fait le lycée dans le même établissement et du coup, j'avais un groupe d'amis. Je me suis pas retrouvé parachuté Mm. dès la première semaine de prépa dans un nouvel établissement avec la charge de travail, etc., Eh qui oui. vient avec. Donc, moi, j'ai eu cette chance d'avoir une classe prépa euh, très agréable. Et je sais que c'est une période qui est difficile pour tout le monde. Tu vivais toujours dans ton appart Alors, que tu avais depuis le à lycée? ce moment-là, j'étais dans un autre appartement avec ma... Mais t'étais pas en internat en tout Non, cas. non, non, j'étais pas en internat. Et, et du coup, est-ce que t'as pas parce que, par exemple, moi, à titre personnel, j'ai fait ma prépa dans ma ville parce que, alors je sais pas si c'était totalement conscient ou pas à l'époque, mais en gros, j'étais pas prête à partir. J'avais envie de séparer les difficultés. La prépa, ça me paraissait une difficulté. J'avais pas en plus envie de vivre toute seule, etc. T'as pas. Est-ce que tu penses que ça a joué un rôle le fait d'avoir quitté le nid, d'avoir vécu ta prépa ailleurs, même si t'étais déjà partie? Alors, ouais, alors, je pense que ce que tu soulèves, c'est très vrai et c'est une recommandation que je ferais très clairement à des jeunes qui me poseraient la question. C'est important de séparer les difficultés. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose dans notre recherche qui est très vrai. Mm. Beaucoup de chercheurs et de chercheuses sont efficaces parce qu'ils parviennent à fragmenter leurs problèmes en différentes. Absolument. C'est presque plus des architectes que des. Enfin, C'est moi, par joli. exemple, très clairement, c'est probablement ma force principale. C'est le sentiment que j'ai. C'est quand je compare à certains de mes collègues qui sont plus rapides, qui sont plus intelligents, je le vois, plus rapide d'esprit, plus fort en calcul, qui connaît une meilleure mémoire, etc. Mais il y a un truc où vraiment j'ai l'impression que je suis d'une efficacité chirurgicale, c'est à casser les problèmes. Et je pense que tu Mmh. vois, ce que tu me dis, ça m'étonne pas. Je suis sûr que du coup, tu dois avoir aussi cette capacité. Et intuitivement, tu l'as fait dès ta jeunesse, Mmh. en fragmentant là cette difficulté qui était un peu ce que je mentionnais avant. Voilà, j'ai eu cette chance moi de pas avoir ce problème-là. Parce que en fait, Ouais, cette fragmentation, moi, je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que ouais. quand j'étais au lycée, je me suis retrouvé seul à Paris avec Jean-François, avec mon pote. Et donc la séparation, on va dire, des parents et tout le processus je suis dans un nouvel environnement, j'ai pas forcément mes repères, etc. Moi, je l'ai fait avant. Donc c'est pas Ouais. arrivé en même temps, donc j'en ai pas souffert au moment de la prépa. OK. Donc du coup, ça s'est très bien passé puisque en 2005, tu intègres l'École normale supérieure de Paris. Voilà, donc effectivement, j'ai passé 3 concours que j'ai eu. Donc j'ai passé Centrale, l'X et l'École normale supérieure. En toute honnêteté, je suis pas sûr que j'aurais pris les autres concours si j'avais pas eu l'École normale supérieure, parce que j'étais assez clair sur ce que je voulais faire. Mais donc par chance, je l'ai eu. Il m'a fallu quelques temps pour réaliser. Apparemment, enfin le jour où je suis allé voir les noms. J'ai fait 4 fois le truc sans trouver mon nom et j'étais en pleurs et mon meilleur pote était là à côté. Il fait mais t'es là et je fais non je suis pas là, je suis pas là. Donc quand je vous dis que j'étais meilleur en sciences qu'en littérature, c'était vrai. Apparemment la lecture c'était pas mon truc. Donc donc voilà, donc j'entre à l'école normale supérieure. OK. Et sur ton CV, j'ai vu il est également fait mention de ton passage à Paris 11. J'ai pas compris comment les 2 choses se sont imbriquées.
Ah, non, non, alors ça, c'est parce que donc, quand on est à l'école normale, l'école normale n'a pas de capacité enfin, vous délivre pas de diplôme. Ah oui, d'accord. Et donc, Mmh. universitaire. Donc, du coup, il faut faire un master, donc la 5e année d'université, dans une université, justement. Et donc, il y a différentes possibilités. Certaines personnes le font à Paris Mmh, 7, à d'accord. Paris 8, etc. Et, à Paris 6, excusez-moi. Et donc, nous, un truc assez classique en maths, il y a Paris 11, donc, Ouais. maintenant Paris-Saclay, qui délivre ses diplômes. Et donc, du coup, j'ai fait mon Mais tu master à avais des cours Paris-Saclay. là-bas ou ouais, Oui, oui, d'accord. c'était une année de cours là-bas, donc c'était assez marrant parce que donc j'ai vraiment été élevé à Bures-sur-Yvette, qui est la ville juste à côté d'Orsay où est l'université. Donc j'avais Retour au quitté bercail. et ça, mais apparemment là il y avait un petit retour au bercail et Oui, on en j'ai reparlera. vu, Il y en ouais. a eu un deuxième plus tard. Alors je sais pas que je suis monomaniaque, mais voilà, il se trouve que je suis à chaque fois apparemment tiré à nouveau vers Bures-sur-Yvette. Donc voilà, donc j'ai fait mon Donc ton master là-bas. M1, C'est ton pour ça M2, que quelle année t'as fait là-bas? M2, d'accord. Donc tu as fait tes 2 M2, premières M2, années à voilà. Donc la l'ENS, 5e où tous année, tes cours étaient intégralement là-bas, voilà, et ta dernière année, celle où tu t'es voilà, spécialisée, tu l'as faite, à Paris-Saclay. exactement. Exactement. Et ça, mais ça, D'accord. c'est totalement standard. Je crois que tout le monde fait ça essentiellement, ou Et du coup, 90% des gens font ça. quel était le niveau de difficulté, quand tu es arrivé à l'ENS comparé à la prépa? Est-ce que tu as eu un palier à franchir ou finalement est-ce que c'était dans la continuité de ce que tu avais déjà, fait? Alors, c'est une très bonne question. Donc, ce qui a été très différent, c'est la tête de classe. C'est-à-dire, que j'étais plutôt dans la tête de classe à Louis Grand en maths. Donc, premier, deuxième, enfin, ça dépendait un peu des examens. Et là, j'arrive à Louis Grand et j'ai découvert le grand monde, c'est-à-dire les génies français du moment, et donc qui étaient, de mon point de vue, juste un autre monde, quoi. Donc notre major s'appelait Olivier Benoît, par exemple, et c'était juste, enfin, il n'a pas la même façon de penser que moi, en tout cas, enfin, en tout cas pas la même vitesse. C'était impressionnant de voir le gap en fait qu'il y avait entre nous, quoi. Il était largement au-dessus de moi, en tout cas, et de beaucoup d'autres élèves. Donc ça a été un choc, mais finalement pas quelque chose de décevant. C'était juste plutôt assez impressionnant en fait de voir ce type de personnes. Donc ça, j'ai découvert ça à l'ENS. Autant il y avait des gens très très forts à Louis Grand, mais je trouve que cet autre OK. monde, c'était quelque chose que j'ai découvert un peu à l'ENS. Ça a eu pour effet de me convaincre très rapidement que je n'allais pas faire maths et physique à l'ENS. Voilà, donc moi, je me suis dit, oulala, quand j'ai vu les énergumènes autour de moi, j'ai fait, alors on va faire maths, est-ce que je peux faire la moitié des maths, s'il vous plaît? Donc j'ai renoncé à la Ouais, physique. Il s'est trouvé que j'ai eu de la chance après et que oui. j'ai pu retomber sur mes pattes parce que en fait, j'aimais énormément la physique, donc Mmh. c'était vraiment un renoncement. Mais je me suis dit, là, ça va pas marcher. Vu le niveau, il faut que je me focalise sur les maths. Donc je me suis focalisé sur les mathématiques à cause un peu de ce choc de Ouais. niveau, de voir ces gens. Et, euh, et ça a été un travail pour moi qui était pas évident. C'était pas quelque chose qui me rendait triste de voir des gens beaucoup plus forts que moi, mais c'était quelque chose qui en fait me faisait beaucoup réfléchir. Je me demandais un peu comment ils font, quelle est Ouais. la différence, etc. Surtout qu'en plus j'étais quelqu'un d'assez bizarre dans le sens que, enfin non, je suis pas bizarre, mais oh mince, oh là là, il l'a dit. Non, non, mais j'étais quelqu'un d'un peu, c'était pas orthodoxe parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement hétérogène dans mes résultats. C'est-à-dire que je pouvais avoir un examen où je battais tout le monde, Ouais. dans une discipline qui n'était pas du tout la mienne. Et puis dans la discipline que j'aimais beaucoup, non, j'étais moyen. Et puis Mmh. donc j'étais très très hétérogène et ça je me l'expliquais pas trop. Qu'est-ce qui fait que sur un examen je pouvais être ultra fort et sur les autres j'étais dans la moyenne de la classe. Ouais. Donc ça c'était que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je pense que ça a participé à me sur le long terme à me donner confiance au niveau de la recherche parce que en recherche finalement
c'est plus vos maxima qui sont importants que votre moyenne. Hmm. C'est vos moments de, on va dire de génie entre guillemets, mais c'est vos moments de créativité plutôt hors normes qui vont faire que c'est à ce moment-là que vous allez résoudre tel ou tel problème. Et donc, j'ai appris à finalement apprécier cette hétérogénéité dans ma façon de fonctionner, le fait que y a des jours où je suis tout à fait moyen, il y a des jours où par contre je peux être beaucoup plus créatif. Et donc c'était une période très intéressante qui était très riche au niveau réflexion sur ma façon de fonctionner, sur ma façon de penser, etc. Mais c'était quand même hyper impressionnant de voir ces gens. D'ailleurs, je suis toujours impressionné par ces gens, ça n'a pas changé, mais je trouvais qu'il y avait vraiment une voir cette rapidité d'esprit, cette subtilité d'esprit, c'était quelque chose qui me fascinait. Et est-ce que ça a eu pour conséquence, parce que du coup, tu as fait le choix, quelque part encore de séparer les difficultés en te focalisant sur les maths. Oui, Mais est-ce que quand même, tu as dû, je sais pas, augmenter ta masse de travail ou finalement, non, juste le fait de se focaliser, c'était suffisant et après... Alors, pas tant que ça. J'ai toujours essayé d'avoir une forme d'équilibre dans la quantité de travail que je fournissais. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'un équilibre entre ma vie sentimentale ou familiale, ma vie professionnelle, le sport, quand même un peu de musique, etc. Les différentes, aller boire un verre avec les copains. Enfin, donc du coup, j'étais pas prêt à créer un énorme décalage. En fait, le moment peut-être où j'ai le plus travaillé, c'était pour préparer l'oral de l'agrégation. Autant l'écrit, j'ai failli oublier d'aller à l'examen. C'est pas vrai. C'est un pote qui m'a rappelé qu'on se voyait demain. Je lui ai dit, mais bon, on se voit demain. Comment ça, on se voit demain? Bah oui, il y a l'écrit de... Je fais, oh punaise. J'avais complètement zappé. Ce qui n'a pas énormément d'impact quand on a fait l'école normale. L'écrit de l'école normale, apparemment, la première difficulté, c'est de pas oublier de s'inscrire et pas oublier d'y aller. J'ai failli rater cette deuxième chose. Par contre, l'oral, c'est vraiment énormément de travail. Et donc là, j'ai travaillé énormément en bibliothèque pendant 2 mois, hyper intense. Et c'était une période très compliquée pour moi. C'est une période que j'ai détestée. La charge de la travail. charge, le côté obligatoire dans le sens que là, on s'en sort. Enfin, en tout cas pour moi, je m'en serais pas sorti sans cette quantité de travail-là. C'était quelque chose qui était compliqué. Donc non, à l'entrée de l'ENS, je me suis pas mis dans ce mode-là. C'était pas quelque chose qui me. Mais ce qui m'interpelle, c'est que tu as fait oublier l'écrit de l'agrégation, mais ça veut dire qu'à ce stade-là, tu voulais plus forcément être prof de maths, parce que sinon... En fait, non, mais j'étais complètement à ce moment-là. En fait, on va dire que ce que j'apprenais en maths, qui clairement avait dépassé de très loin ce que j'aurais besoin d'enseigner, j'adorais quoi. Je prenais énormément de plaisir à apprendre. Donc j'étais dans un mode différent. C'était un peu, mais je savais que je devais passer l'agrégation cette année. J'avais pas oublié l'agrégation en soi. J'avais oublié que c'était demain. C'est différent. Et puis c'était des moments où on commençait à se projeter. Il y avait il y avait aussi l'idée de faire je suis parti à Vancouver pendant 6 mois. Etc. Donc c'était des choses qui trottaient dans ma tête. Ah, je vais partir, ça va être génial. Donc on était. C'est un moment où un peu le monde, enfin la vie s'ouvre à nous. Hein, jusque là, ça c'est quelque chose d'important aussi à mettre en perspective. Et je pense que tu as dû ressentir la même chose. La prépa, enfin lycée, prépa, grande école. C'est quelque chose où on est vraiment dirigé. Il y a quand même des ornières. Quoi. On se pose, enfin moi en tout cas, je me posais pas beaucoup de questions. En particulier, j'avais pas vraiment remis en cause le fait que je voulais être enseignant. C'est quelque chose qui était, je me suis fait cette réflexion en première essentiellement ou en seconde, enfin au lycée. Et en fait, le système est tel que je me suis pas reposé de questions après. Alors dans mon cas, ça va parce que c'était quelque chose qui me convenait encore, mais c'est en particulier une réalisation qui peut être difficile pour certaines personnes qui auraient peut-être été plus dirigées par leurs parents dans cette voie ou qui avaient peut-être un fantasme de ce que pouvait être par exemple le métier d'ingénieur et qui se retrouvent en école d'ingé et puis là en fait
ils ont jamais vraiment médité sur la chose. Donc là, cette année de la prépa, excuse-moi, de l'agrégation, c'était un peu le premier moment où le monde Ouais. s'ouvrait. Ce que j'apprenais en maths, j'adorais. Donc effectivement, je commençais à me poser la question. Ouais, mais il y a juste faire des maths pour faire des maths. En fait, c'est un métier. Là maintenant, à l'école normale, c'est des enseignants chercheurs qui vous enseignent. Donc vous comprenez que voilà, il y a des chercheurs, des chercheuses en maths. Donc ces choses-là commençaient à prendre forme et il commençait à y avoir des D'accord. doutes et donc c'était plus flou dans OK. ma tête Donc à tu ce avais pas la moment-là. certitude au moment où tu l'as passé que tu l'utiliserais, que tu partirais tout de suite pour aller enseigner, non? Aucune certitude et en fait, ironiquement, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est plutôt très bien passé l'agrégation. Surprenamment bien passé. L'ami qui m'a téléphoné pour me dire ce qui s'est passé. Donc j'ai fait deuxième, ce Ouais. qui n'était pas du tout mon classement à l'ENS. Pas du tout. Donc il y avait Olivier Benoît qui était totalement intouchable. Mais il y avait plein de gens intouchables pour moi à l'ENS, quoi. Des gens meilleurs que moi, il y en avait des tonnes. Et j'ai fait deuxième à la Greg parce que peut-être aussi dans ma communication, dans ma façon Ouais. de transmettre, c'était pas juste le niveau en maths en fait. Hein, Oui, c'était parce que plus je probablement rappelle la juste, je fais pédagogie. pardon, excuse-moi, une incise, pour les auditeurs. Oui, L'épreuve, vas-y, vas-y. d'oral consiste à présenter une leçon et ensuite, un bout de preuve mathématique. Donc il y a, comme tu dis, effectivement, un aspect un petit peu, pas juste, montrer qu'on sait faire des maths, mais les transmettre. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça Oui, reste quand même, moi c'est quelque chose que j'aime à rappeler, ça reste un concours pour devenir enseignant. Donc on peut parfois se poser la question, en particulier à l'écrit, où en fait essentiellement, ben c'est un mmh, problème de maths. C'est des questions sur ouais. votre niveau en maths, quoi. Et on peut on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est totalement justifié de sélectionner par la difficulté, donc les facultés mathématiques pour des personnes qui vont finalement devenir enseignants. L'oral est beaucoup mieux fait de ce Mmh. point de vue-là, de mon point de vue. On a quand même, il y a de la place pour la pédagogie, beaucoup plus de la place. Donc probablement ça a joué un rôle dans mon classement. Et, euh, donc la personne qui me téléphone me fait, mais Hugo, il y a eu un truc trop surprenant. T'as fait deuxième à la grecque. J'étais là. Ah, je suis super heureux. Je suis un tout petit peu vexé par le. Il y a un truc super surprenant. Tu vas pas y croire, mais bon, mais j'y croyais. C'était vrai. Quand il m'a dit deuxième, j'ai fait qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Et en fait, ça m'a donné énormément Mmh. confiance en moi pour du coup devenir chercheur. Donc c'était pas tout à fait. On pouvait se dire, bah super. Si tu fais deuxième à l'agrégation, c'est que t'es probablement tu as une chance de pouvoir être un bon enseignant. Et en fait, moi, je me suis dit, non, mais en fait, peut-être que je suis pas si mauvais en maths que ça, même par rapport à tous ces gens autour de moi. Donc, essayons de faire Je trouve ça enseignant-chercheur. intéressant ce que tu dis parce que quelqu'un qui a un profil comme le tien, bah, on peut pas, enfin, on va pas forcément se dire que, bah, tu doutes, que tu es pas sûr de toi et cetera. Il y a c'est ça colle pas avec, les Ah bah moi ça a été non mais pas clairement par exemple je n'ai jamais été un intouchable en termes de niveau où je survolais tout le monde dans ma robe gracieuse non non j'ai toujours eu des gens meilleurs que moi euh, à tous les niveaux mais même quand je suis arrivé en doctorat j'arrive en doctorat mon directeur de thèse un an après enfin 2 ans après a la médaille Fields. Donc même en doctorat, ouais. j'étais bon ben voilà. En fait, il y a des chercheurs qui sont d'un niveau que j'atteindrai jamais. Donc c'est assez marrant parce que c'est toujours finalement c'est par traction que je me suis amélioré à chaque fois parce que il y avait ces gens autour qui m'ont fourni des exemples de personnes qui étaient juste plus fortes que Donc moi et l'émulation, donc quoi. probablement ça a forcé à créer une identité à mon Mmh. avis, à créer une façon de travailler qui était cohérente avec mes capacités. Ouais, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que moi, j'ai conscience qu'il y a des gens qui sont plus rapides que moi. Et bah voilà, qu'est-ce que moi j'ai que ces gens ont peut-être Ouais. moins ou qu'est-ce que j'ai qui en tout cas va pouvoir être exploitable. Et donc cette réflexion, je l'ai eue tout au long de ma scolarité, tout au long même de mes années de mathématicien. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, a été extrêmement productif.
Oui, encore une fois, ouais, ouais, non, je trouve ça intéressant de, hem, quelque chose qui pourrait être, négatif, c'est-à-dire voir des gens très forts et cetera et du coup, peut-être, se dire: «Bah, j'ai pas ma place ici». Au contraire, toi, tu te dis, «Bon, ben, eux, ils sont très forts, mais peut-être que moi, j'ai d'autres qualités». Donc ça, c'est des choses que j'essaye aussi, quand je vais parler dans les lycées et cetera, de faire comprendre, aux plus jeunes parce qu'ils ont cette image un peu déformée de comme on y est arrivé, Mmh. que c'est qu'on doute pas, qu'on est les plus forts et cetera, mais non, en fait et Ouais, donc je suis très exactement, je contente suis que tu d'accord. abordes ça, du coup, ici, parce que c'est fait pour ça aussi. OK et donc, est-ce que, pour revenir sur l'ENS, est-ce qu'il y a un cours, particulier qui t'a marqué? Ah bah, alors justement, ce fameux cours de probabilité, hein, parce que donc, les gens ont pas forcément conscience, mais les mathématiques, c'est Mmh très mh. pluriel. Il y a énormément de mathématiques différentes et c'est aussi d'ailleurs quelque chose que j'aime rappeler, c'est que les gens nous disent, souvent, hein, j'aime pas les maths. Ou d'ailleurs, j'adorais les maths ou j'aimais Ouais. pas les maths. C'est très très brutal et c'est très absolu. Et moi, ça me surprend toujours parce que moi, il y a des maths que j'aime Bah, pas, oui, hein. c'est ça. Il y a plein de maths que j'aime pas du tout, et il y a des maths que j'adore. Mais c'est juste, c'est tellement varié que je peux pas comprendre comment on peut mettre tout dans le même Ouais. panier. Donc j'arrive à l'ENS et il y a des maths que je me mets à adorer, qui sont ce qu'on appelle les probabilités du coup. Et c'est un professeur assez exceptionnel, enfin tout à fait exceptionnel d'ailleurs, qui s'appelle Jean-François Le Gall, qui donnait ce Ouais. cours. Moi, Waouh. j'ai adoré ce cours. Je l'ai pas forcément, je l'ai réussi même plutôt moins bien que d'autres cours. Et donc c'est assez, c'était pas une histoire de niveau, c'était juste j'aimais ce cours, j'aimais cette discipline, je l'ai trouvé super. Et donc je me suis mis à, donc c'est ce qui m'a décidé à faire un master, donc une spécialisation en probabilité à Paris-Saclay, enfin Paris 11 à l'époque. Et Mmh. mais c'est vraiment le cours qui est sorti du lot. Ouais. Ah, bah, c'est pour info, moi, c'était aussi les probas, mon premier amour. Après, il y a eu, la vie a fait que finalement, c'est pas ce que j'ai fait, mais Mhm. moi, ce qui m'avait, marqué, c'est le fait que, en fait, avant, je détestais les probas, mais parce que c'était du dénombrement. Quand Oui, on nous exactement. Ouais. explique les probas, quand on démarre, c'est du dénombrement et moi, je j'ai pas le cerveau fait pour ça. Ouais. J'arrive pas. Bienvenue au club. Et ensuite, j'ai découvert la théorie de la mesure et là, mais les Oui. probas, ça a été une révélation, quoi, Ouais, donc je suis ça d'accord. C'est exactement ça. Moi, je suis allé, j'ai traversé exactement le même processus. Compter des cartes, ça me rendait complètement fou. Alors, les mains de poker. J'aime pas le poker. J'ai jamais aimé. J'aimerais jamais. Donc, arrêtez de me faire compter des. Non, donc ça, je suis d'accord avec toi. C'était quelque chose qui me parlait absolument pas. Et mais depuis toujours, je sais pas si pour toi ça va être la même chose, mais depuis toujours, en maths, il y a quand même différentes façons de faire des maths. Il y a des disciplines qui sont et qui sont plutôt en général l'algèbre, par exemple, où les théories sont extrêmement bien ficelées, bien construites. Elles ont déjà un certain âge aussi, hein, donc mmh et oui. elles ont atteint une maturité. Il y a une réelle élégance en fait à ces théories qui sont parfaites. C'est presque un enchaînement de définitions plus que de preuves parce que avec la bonne définition, comme disait Grothendieck, hein, il aimait diluer, dissoudre la difficulté. C'est-à-dire que par les bonnes Et définitions, oui. la difficulté disparaît. Et donc il y a ces disciplines où ça marche extrêmement bien. Et puis il y a ces disciplines où ça marche un peu moins bien. Et l'analyse en particulier, c'est Ouais, un peu ça. L'analyse, il faut quand même mettre les mains dedans. et oui. Faut trouver l'astuce. Faut. Et moi, c'était un truc où intellectuellement, il y a quand même une satisfaction à essayer de chercher. On est un petit peu un détective. On essaye de trouver l'astuce ou le truc, la tournure du problème qui fait que. Et ça, j'aimais beaucoup. Et ce qui s'est passé avec la théorie de la mesure, je sais pas pour toi, mais c'est que c'est devenu une synthèse des deux. C'est-à-dire que la théorie de la mesure a une certaine forme d'élégance Ah très ouais, proche de ce vraiment, qu'on voit en algèbre, où tout il y a à une fait. cohérence, où il y a les bonnes définitions qui font que les choses deviennent naturelles. Mais il y a quand même encore ce Ouais, c'est vrai. côté, bon, maintenant, quand je veux l'appliquer, bah, il faut que je l'applique de la bonne façon, faut trouver, faut tourner, et donc, pour moi, la théorie de la mesure et la théorie des probabilités qui se basent dessus, en fait, c'était parfait. C'était la synthèse de ce côté belle théorie, bien construite. Et ben maintenant, on me laisse aussi ma place en tant qu'individu
j'ai mon mot à dire dans le sens que l'application, la façon dont je vais l'utiliser, etc. Là, je vais faire parler ma personnalité. Donc moi, c'est cette synthèse que j'ai adorée dans cette discipline. Ok. Et donc, du coup, tu n'as pas hésité avec d'autres mathématiques. Assez naturellement pour toi, quand tu as su que tu voulais continuer, c'était les probas. Ouais, c'est devenu assez clair à ce moment-là. C'était comme tout le monde, hein, en prépa, j'aimais beaucoup l'algèbre parce que justement il y a une belle cohérence, etc. Mais j'ai quand même très vite ressenti ce besoin de manipulation, de mettre les mains dans le cambouis, et donc du coup quand j'ai vu les probas, pour moi c'était parfait. Ouais. Alors, je trouve ça intéressant parce que, donc, si je comprends bien, tu avais l'air de dire que c'est pas le cours que tu as forcément le plus réussi. Donc, tu as privilégié de continuer vers ce que tu aimais le plus plutôt que ce que tu réussissais le mieux. Oui, ah oui, là, clairement, c'est ce qui s'est passé. Et avec le recul et notre expérience, à mon avis, évidemment que c'est le bon calcul. Pourquoi ? Parce que tu vas passer beaucoup de temps sur cette chose. Si tu passes beaucoup de temps sur quelque chose qui te plaît pas plus que ça, ton travail va en être affecté finalement. Tu vas beaucoup moins Ouais, avancer. alors là, je trouve que ce que tu dis, c'est tout à fait juste, et j'ai bien aimé avec le recul, Ouais. dans le sens que à ce moment-là, c'est pas quelque chose dont j'avais conscience. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi que c'est une évidence, avec l'expérience de la pratique, que on ne peut pas être performant en mathématiques sans avoir choisi l'endroit qu'on aime le Mais oui. plus, parce qu'effectivement, il va falloir des moteurs. C'est-à-dire que la recherche, faut pas se voiler, c'est pas quelque chose de simple. Mais de toute façon, la créativité en général, hein, je suis sûr que si on parle à une peintre ou à un chef d'orchestre ou un compositeur, une artiste, de toute façon, le processus de créativité, c'est un processus qui est compliqué, parce que c'est un processus qui est frustrant, parce que même quand on a une idée, on n'arrive pas à la matérialiser comme on veut dès la première fois. Et donc, il faut des moteurs pour se motiver, pour nous pousser à aller plus loin et dépasser les difficultés. Et le moteur le plus simple, c'est le plaisir. Eh Hein. oui. C'est le moteur principal de tout le monde, dans tous les aspects de la vie essentiellement. Et donc, s'il n'y a pas un vrai plaisir, il n'y aura pas de performance derrière. Et donc, c'est vrai que tu as entièrement raison, que je recommanderais à tout le monde, même s'ils réussissent moins bien dans les études, dans telle discipline de maths, par exemple, ou même dans telle discipline générale, hein, pour si quelqu'un hésite entre physique, biologie, maths, etc., de choisir ce qu'ils aiment, parce que c'est Ouais. sur le long terme la chose dans laquelle ils seront le plus performants, c'est sûr et certain à 100%. Autre truc qui m'intéresse dans ce que tu as dit et que j'aimerais vraiment souligner, c'est que depuis tout à l'heure, tu parles énormément de créativité. Et je trouve que c'est un mot qui revient pas assez quand on parle de maths. Il y a cet aspect très carré, sérieux, on travaille. Il y a quand même un côté presque du domaine de l'art quand on fait des maths et qui ressort pas forcément, Oui, toujours. je pense que ça vient donc je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, il est évident que le métier de mathématicien, mathématicienne, le métier de chercheur ou de chercheuse d'ailleurs en général, c'est un métier éminemment créatif. Euh, le problème, c'est que je pense que en fait, c'est pas ce qu'on, et c'est mécanique, hein, je lance pas du tout la pierre, mais c'est pas ce qui est enseigné en fait. Oui. On enseigne, surtout en mathématiques, on enseigne énormément, en tout cas à mon époque. Je pense que ça change un petit peu, hein, il faut être honnête, ça change. Mais on enseigne le résultat, le théorème. Il faut apprendre les théorèmes et appliquer les théorèmes. Or, c'est pas le processus, le processus qui est intéressant en mathématiques, c'est le processus de preuve, de création de la preuve. Et là, quand on découvre ce processus-là, on découvre un processus créatif. Mais c'est parce que mécaniquement, il faut trouver, il faut créer les outils, les concepts, les idées qui vont mener à la preuve. C'est pas des choses qui sont qu'on a, c'est pas des choses mécaniques, on n'est pas des Oui. ordinateurs. Mais on l'enseigne pas, on ne l'enseigne quasiment pas aux jeunes. Donc les gens, quand on leur parle de maths, eux, ils voient on m'a enseigné le théorème de Pythagore, maintenant on m'a mis un triangle qui a tel côté et tel côté, je dois calculer le troisième.
Oui, mais c'est pas ça les maths. Nous, c'est pas ce qu'on fait, heureusement. Sinon, je peux vous dire qu'il y aurait pas beaucoup de mathématiciens, mathématiciennes dans le monde parce que ça nous intéressait pas plus que vous. Hein. Mais donc voilà, le problème c'est que les gens apprennent ça et finalement ils apprennent presque plus l'algorithmique que les mathématiques. C'est-à-dire ils apprennent à faire OK, théorème, comment j'apprends théorème, j'utilise théorème, j'apprends théorème, j'utilise théorème, etc., etc. Et ça crée où j'apprends à faire un calcul, je fais un calcul, j'apprends à faire un calcul, je fais un calcul. Et il n'y a pas ce processus de tâtonnement, il n'y a pas ce processus de réflexion, il n'y a pas ce processus de créativité, parce que moi j'insiste sur ce mot et je crois que tu as raison d'insister sur ce mot de créativité. Alors nos outils c'est pas un pinceau et une toile, c'est pas un instrument de musique, ça va être les concepts, ça va être les idées, c'est notre cerveau en quelque sorte l'outil. Et ce processus-là, je pense que c'est un processus. Je fais une toute petite parenthèse parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intelligent. Et Étienne Klein fait cette distinction entre recherche et science. Et je trouve ça absolument limpide. C'est quelque chose, je m'étais jamais fait la réflexion, mais je l'utilise tout le temps maintenant. Donc, il dit la science, donc la connaissance, si vous voulez, c'est le résultat du processus de recherche. Et en fait, ce qu'on enseigne à nos enfants, de mon point de vue, ça c'est maintenant, peut-être je vais pas citer Étienne Klein sur quelque chose qu'il dirait pas. Je suis pas sûr qu'il pense la même chose, mais je suspecte que, en fait, on apprend à nos enfants la science. Oui. Pas du tout la recherche. On leur apprend très très peu le processus d'investigation. Alors ça a évolué un peu, il y a beaucoup d'enseignants qui ont conscience de ça et qui du coup essayent de contrecarrer peut-être les tendances qu'un programme peut avoir sur eux, qui est que de forcer à avoir une certaine somme de connaissances à la fin du programme. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui combattent ça et qui essayent dans le processus d'apprentissage d'intégrer le fait que on va apprendre à chercher. Et c'est ce processus-là qui est créatif. C'est pas le processus d'apprentissage de la science qui est créatif. Le processus d'apprentissage de la science, il faut apprendre comme n'importe quel autre type de connaissance les choses et il faut pas se tromper. Oh là là, si vous vous trompez dans l'énoncé de Pythagore, vous êtes un mauvais mathématicien. Moi, j'ai envie de dire, sincèrement, il y a à peu près aucun, même mes théorèmes à moi, quand je dois les réénoncer à des jeunes, souvent je me trompe. Donc, mais en fait, se tromper, c'est aussi ce qui va faire que je vais me tromper parce qu'en fait, dans ma tête trotte peut-être une petite idée qui en fait que le théorème, il peut être un peu changé et avoir un autre sens qui est plus intéressant. En fait, se tromper, ça fait partie du processus de créativité. Absolument. Et c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas assez, à mon avis, à nos enfants. Donc, entre guillemets, si on pouvait enseigner plus la recherche, moins la science, pour reprendre cette distinction très intéressante d'Étienne Klein, je trouve que ce serait probablement, les gens auraient moins de difficultés à croire qu'on fait un métier créatif. Ouais, c'est très. J'avais jamais entendu cette distinction et Elle est effectivement, géniale. je la trouve très parlante. Ouais. Ok. Super. Et écoute, donc ça c'était ton temps à l'ENS et donc 2008-2011, doctorat de mathématiques à l'université de Genève, donc sous la direction de Stanislav Smirnov, et donc dont le titre est Phase Transition in Random Cluster and ON Models. Ah oui, bien ce titre. Oui, c'est marrant ça que j'avais aucun souvenir du titre de ma thèse. Ça montre d'ailleurs mon excellente mémoire. Oui, donc je me retrouve. Donc je finis mon master avec Wendelin Werner, qui était mon directeur de master. Et moi, j'avais quand même de grands espoirs. C'est une personne que j'admire énormément. À la fois scientifiquement et humainement. Et donc, du coup, j'étais là, je rêvais de faire ma thèse avec Wendelin Werner. Et là, il me fait, écoute, Hugo, bon, moi, je te prends en thèse volontiers, mais il y a ce gars à Genève qui vraiment, ce qu'il fait en ce moment, c'est exceptionnel. Moi, je pense que tu as intérêt, entre guillemets, ce qui bouge, c'est là-bas, quoi.
il faut aller Waouh. là-bas. Et C'est très donc, classe de sa part quand même, je ouais, trouve, hein. c'est Wendelin, hein, c'est vraiment, il est comme ça. Et donc, il me met dans le train parce que j'avais vraiment Genève, c'était pas mon rêve. Soyons honnêtes, à ce moment de ma vie, j'étais là, cette petite bourgade de province, aïe, 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 moi qui avais fait toute ma jeunesse à Paris. J'étais vraiment le Parisien dans toute sa splendeur, avec tous les sous-entendus qu'il y a derrière ça. Donc voilà, je me retrouve envoyé à Genève contre ma volonté presque. 4 premiers mois absolument horribles. Genève, arrivé en septembre, je recommande à personne. Il n'y a plus personne dans les rues à partir de mi-octobre, donc impression d'être dans une ville déserte. Ça a mis 4 mois pour moi à commencer à apprécier la ville. Je suis jamais reparti, donc Ouais. vous comprenez le résultat. J'ai en fait aimé incroyablement cette ville. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dès la première interaction avec Stas Smirnov, là, il y a eu entre guillemets un coup de foudre mathématique. J'adorais. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif. Il va pas finir ses phrases. Il a 2 idées par phrase, quoi. Donc c'était quelque chose que je trouvais génial. C'était hyper enrichissant. Et alors j'ai fait une thèse plutôt assez indépendante de ce qui j'ai beaucoup fait du Hugo ne travaille pas sur ce problème, et moi j'ai d'accord, alors je vais travailler sur ce problème. Je suis pas quelqu'un qui ait tendance à vouloir absolument faire le contraire de ce qu'on me dit, mais il se trouve que mécaniquement c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse. J'ai adoré ma thèse et ça s'est très bien passé. Il se trouve que vraiment la thèse s'est extrêmement bien passée. J'étais épanoui. Stas m'a considéré assez vite comme un chercheur relativement indépendant, ce qui était quelque chose qui m'a aidé à prendre confiance en moi et prendre confiance en mon agenda scientifique, qui n'était pas tout à fait le même en fait que celui de Stas. Et donc je me suis retrouvé à la fin de ma thèse finalement avec déjà on va dire 1 ou 2 ans d'expérience de chercheur totalement indépendant. Et donc sûr Mmh. de soi en termes de son agenda scientifique, du fait que j'arrivais assez bien à avoir par exemple des problèmes en tête de différentes difficultés, donc j'étais assez confiant sur le fait que j'avais ces grades scientifiques que probablement j'allais pas atteindre tout de suite, mais je pouvais y réfléchir parce que j'avais ces autres Mmh. problèmes sous le coude qui étaient quand même des choses qui avançaient de façon plus régulière et qui menaient à des publications à intervalles réguliers. Enfin, j'ai finalement trouvé un équilibre assez bien. J'avais les chercheurs qui étaient chercheurs et chercheuses qui étaient là à l'époque à Genève m'ont aussi beaucoup aidé et inspiré. Je pense à Vincent Beffara, qui est un chercheur à Grenoble, qui est quasiment en fait mon deuxième directeur de thèse, quoi. Il m'a beaucoup, on a beaucoup interagi pendant la Mmh. thèse. Donc j'ai eu énormément de chance à ce niveau-là. J'étais quelqu'un de très collaboratif dans ma vision, donc j'ai aussi créé très vite un network de collaborateurs et collaboratrices. Et donc ouais, ça a été un moment très heureux de ma vie, cette thèse. Et il se trouve que donc le soir de ma thèse, donc je soutiens ma thèse le 11 novembre 2011, hein, 11-11-11. Il faut, vous voyez, j'ai pas retenu Mmh. le titre, mais la date c'était bon. On m'a aidé en choisissant une assez simple, mais donc le soir de ma thèse, il y a toujours ce pot de thèse Mmh. euh, à organiser avec le comité, avec les amis, la famille. Et là, en fait, un collègue professeur à l'Uni vient me voir et me dit, écoute Hugo, on aimerait t'offrir un poste de professeur à l'Uni. Et ça, il faut voir qu'en général, quand même, à la sortie de la thèse, le processus normal consiste à devoir bouger dans une Et autre oui, c'est ça. ville Ouais. pour faire. Alors, en France, parfois, on peut directement être embauché au CNRS ou maître de conférence, mais à l'étranger, donc là, j'étais quand même à l'étranger. Ouais. Le truc le plus standard, c'est de bouger pour aller Ouais. faire un post-doctorat, voire 2, donc on a bougé 2 fois Ouais. avant d'avoir des postes permanents. Donc en fait, c'est une Mmh. vie un peu particulière, hein, parce qu'on se retrouve à être déplacé à plusieurs endroits. La vie de famille, du coup, est Ouais, pas c'est forcément facile à combiner avec ça.
D'ailleurs qu'on soit homme ou femme, hein, mais c'est vrai que Oui, ça bien peut sûr. impacter d'ailleurs les femmes plus que les hommes, mais c'est vrai que c'est compliqué dans les deux cas. Et donc là, moi, j'avais en plus une vie personnelle à Genève et donc quand ils m'ont proposé ça, j'étais là, où est-ce qu'on signe tout de suite Et est-ce que c'est commun? Du coup, on va faire la transition Ouais, ouais, tranquillement vers ta vie de chercheur. C'est justement les ouais, premiers points que je voulais aborder avec toi, parce que pour les raisons que tu as évoquées, ça m'a étonnée parce que c'est pas traditionnellement en France, c'est pas ce qu'on fait. On est même encouragé à partir. C'est exactement. voilà. Alors, Donc, est-ce que c'est commun que on propose non, ça n'est pas commun. Alors déjà, ça a été même après un combat en fait de faire accepter cette offre. C'est-à-dire que le département de mathématiques était tout le monde était positif pour ça, mais Ouais. à l'échelle de l'université, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Ah Il y d'accord. a plusieurs. Bon, déjà, il y avait le recrutement professeur juste après la thèse, hein, donc je me suis retrouvé, je pense, j'étais peut-être le plus jeune professeur recruté à l'université de Genève ou quelque chose comme ça. Donc c'était Mais quelque quand chose tu quand dis même. professeur, ça signifie la même chose que chez nous? Parce qu'en fait, donc si je rappelle vite Alors, fait pour les oui. auditeurs, chez nous, Mhm. quand on est enseignant-chercheur, on est maître ou maîtresse de conférence au début et Mhm. après, si on veut, au bout d'un moment, avoir de l'avancement, il faut à nouveau passer un autre concours et on devient professeur des universités. Du Voilà. coup, Donc ça là, se c'est situe à quel l'équivalent de niveau d'études? professeur des universités. Donc ça commence avec professeur assistant qui reste un. Le professeur assistant est un professeur qui n'est pas encore titularisé. Ce serait D'accord. peut-être le terme le plus proche en France. OK. Donc en général, ça met 6 ans à être titularisé, enfin OK. 3 ou 6 ans, OK. mais c'est C'est quelque des chose de tenure quasi track, c'est ça? automatique. Voilà, c'est les fameuses tenure track. C'est quasi automatique, à part D'accord. dans certaines facs américaines qui, c'est un peu des trucs classiques, Harvard ou Princeton, où c'est très très dur d'être titularisé. On comprend pas vraiment pourquoi. Dans les autres, c'est quasi automatique. Si vous travaillez bien, il n'y a pas de raison de pas être titularisé. Donc moi, j'ai commencé bien sûr tenure track, mais un an après, j'ai Mmh. été recruté à full professeur en fait, qui est le plus haut, ce qui serait professeur première classe peut-être en France, quelque chose comme Donc ça. tu as soutenu en 2011. Voilà. 2011-2012, tu es Ouais. resté, mais Postdoc parce qu'en fait justement faire accepter à l'université mmh, l'idée du poste a pris du temps. d'accord, Donc en fait j'ai eu le poste, je pense début 2013, quelque chose comme ça, OK, ou 2012, je sais plus. Et en fait juste après, un an après, je suis passé professeur full professeur, qui est le grade le plus haut en fait de professeur. OK. Oui, Et donc c'est un début de carrière, vraiment, fulgurant. C'est comme si tu étais c'est passé très très rapide. professeur Oui, des oui. universités en, Voilà, c'est ça. 2-3 ans. Voilà, c'est ça. C'est ça. Professeur première classe en 2 3 ans, exactement. Donc ça, OK. c'est effectivement, c'est pas du tout commun. Est-ce que tu penses que, ils ont vu dans tes travaux, quelque chose, de vraiment singulier qu'ils voulaient garder ou ta C'est personnalité, ça. Je très suis tellement attachante? enjoué qu'ils étaient là, oh, on veut le garder. Il organise des fêtes de fin d'année extraordinaires. Non, 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 c'est clairement pour les raisons scientifiques. Euh, Ouais. En fait, puisque j'ai été très indépendant de Stas durant ma thèse, on peut quasiment dire que j'avais une expérience. J'ai dit 1 ou 2 ans pour pas exagérer, mais essentiellement depuis 2008, en fait, j'étais un enseignant, j'étais un chercheur indépendant, en fait. Et donc, j'avais quand même déjà 3 ans de recherche indépendante. J'avais déjà une vingtaine de papiers, ce qui est pas Mmh. quelque chose de si commun que ça à Mmh. la sortie de la thèse. Avec des réussites, on va dire, des papiers vraiment très reconnus. Et donc, il y avait, je pense que c'était quand même pas non plus un pari fou, quoi. C'était quelque chose, il sentait Mmh. que, je dis pas, clairement pas, on parlait pas déjà de la médaille Fields ou de choses comme ça. Ça, c'est venu, je pense, beaucoup plus tard. Il y avait un aspect cumulatif chez moi qui a fait que j'ai pas eu la médaille Fields pour un résultat absolument incroyable, et où tout le monde s'est dit bon bah c'est bon, maintenant il a la médaille Fields. Il y a beaucoup de gens comme ça. Par exemple, si je mentionne Marina Vlavotska qui a eu la médaille Fields, parce qu'on n'a pas tant de femmes qui ont eu la médaille Fields. Donc là, il y a voilà De deux. Donc là, Marina, elle a eu la médaille Fields en même temps que moi l'année dernière. Donc c'est 4 médailles Fields tous les 4 ans. Donc on était 4 l'année dernière et elle l'a eu. Elle a un résultat qu'elle a fait qui est absolument ouais. exceptionnel, et je pense que le lendemain de la Mmh. publication sur l'archive, Ouais. tout le monde Tout le se monde savait doutait que qu'elle aurait la médaille Fields.
Moi, c'est pas du tout ce qui s'est Mmh. passé. Donc, je pense pas que c'était ce que les gens de Genève avaient en tête. Par contre, très clairement, dès la sortie de thèse, j'étais déjà un des chercheurs les plus reconnus en théorie des probabilités de moins de 40 ans. Donc, on va dire que c'était clair que c'était pas un mauvais calcul pour eux de me recruter. En plus, assistant professeur, donc il y avait pas encore, c'était pas titularisé. Ouais. Un an après, j'avais reçu d'autres prix, j'avais reçu des offres de professeurs titulaires dans plusieurs universités. Donc là, ben, Mmh. ils m'ont titularisé. Mais ça a été un processus en fait assez incrémental et assez naturel. C'est juste qu'il a été rapide parce que Ouais. bah, ils n'ont pas voulu aussi laisser passer l'occasion. Et parce que moi, j'étais très très heureux à Genève. Ça m'a pas dérangé. Je me suis posé la question, hein, c'est marrant que tu aies mentionné ça, mais je me suis posé la question, est-ce que c'est un bon calcul pour moi de ne pas bouger? Parce que Ouais. Ouais, bouger, ouais. c'est aussi avoir une expérience différente, à la fois sociétale, hein, on est dans un autre milieu, une autre ville, etc., mais aussi scientifique. Les départements fonctionnent différemment, on change aussi de collègues, etc., etc. Donc il y a un réel intérêt, à mon avis, et je pense que c'est une richesse. C'est là toute la difficulté de trouver le bon équilibre, c'est-à-dire il faut, je pense, laisser la place aux gens qui vont favoriser le fait d'avoir une vie personnelle cohérente, etc., leur permettre de Absolument. rester à l'endroit où ils sont. Et à l'inverse, il faut aussi encourager les gens qui n'ont pas forcément, qui sont pas forcément attachés à un lieu, à profiter de la richesse que peut représenter les expériences dans différents départements, dans différents pays, quand on est jeune chercheur ou chercheuse. Et est-ce que tu as, à un moment envisagé de revenir spécifiquement en France ou c'était clair pour Donc toi, quelques années plus tard, donc j'avais absolument rien contre la France, hein, c'est pas que je, je et aussi en fait, ben moi ma vie était à Genève, donc j'avais pas de, c'est en fait essentiellement ça d'ailleurs qui a fait que je me suis senti à l'aise à rester, c'est que tout au long de ma vie d'adulte depuis 2008, on va dire, euh, mes amis, ma vie personnelle, etc. étaient à Genève. Donc je n'avais pas forcément envisagé de revenir en France. Il se trouve qu'en 2016, je reçois une offre un peu particulière, une offre de donc l'Institut des hautes études scientifiques. C'est un organisme qui fait partie de Paris-Saclay, mais qui est indépendant en termes de fonctionnement. C'est un petit institut qui comment dire et contient, on va dire, 6 professeurs permanents. Donc c'est très petit. Un gros système de visiteurs qui viennent un peu tout l'univers, essentiellement connu, enfin de toute la Terre. Et c'est un endroit qui est vraiment imaginé pour la créativité des chercheurs et chercheuses. Et du coup, c'est quelque chose qui était très intéressant de mon point de vue. À ce moment-là de ma carrière, j'avais envie de booster encore plus ma créativité et ma recherche. Et donc, j'ai accepté cette offre, hein, mais ayant quand même ma vie personnelle à Genève, voulant pas euh, forcer ma femme à changer de lieu, à se retrouver avec un métier. Elle était enseignante. Franchement, le métier d'enseignant en France et en Suisse, c'est pas tout à fait les mêmes conditions de travail. Donc, bien sûr, elle aurait pu être enseignante en France, mais ça aurait entraîné une diminution de sa qualité de travail, etc. Donc, j'avais pas envie ma carrière n'était pas prioritaire par rapport à la sienne. Donc, j'ai gardé un peu les deux, un pied dans chaque institution. Donc, j'ai accepté le poste, donc, à l'IHES, donc, c'est à Bure-sur-Yvette. Donc, non, c'était assez marrant de revenir. Par exemple, typiquement, on parlait, est-ce que j'avais une notion de ce qu'était le métier de chercheur ou de chercheuse quand j'étais jeune? Je ne savais pas que l'IHES existait. Eh C'est oui. à Bure-sur-Yvette. Bure-sur-Yvette, c'est pas une très grande ville. Je ne savais pas Mmh. que à 300 mètres de chez moi, il y avait cet institut avec les plus grands Ouais. mathématiciens et mathématiciennes du XXe siècle qui se battaient à résoudre des problèmes Mmh. géniaux et incroyables. Je ne le savais pas.
Donc bon, c'est assez marrant que de se retrouver à revenir à Bure. Mais donc j'ai gardé quand même les pieds, un pied à Genève, un pied à Bure. Et puis avec le temps, ben, je me suis trouvé un certain équilibre Un voilà, équilibre. entre les deux institutions que j'apprécie. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'ai une petite fille, donc je passe peut-être Mm. un peu plus de temps à Genève, mais je continue à passer du temps à l'IHES et justement profiter de cette atmosphère si particulière que celle de l'IHES. Et pour avoir été sur les lieux, effectivement, c'est vraiment, un peu on a l'impression un peu d'être, dans une sorte de parenthèse, Exactement. enfin c'est, c'est des conditions, j'imagine incroyables pour se Voilà, poser moi, et réfléchir, ça c'est c'est marrant sûr. parce que tu as très bien capté l'atmosphère du lieu parce que moi, ce que je trouve incroyable à l'IHES, c'est que on est effectivement dans cette parenthèse, c'est un peu, ils aiment bien l'appeler Télème du temps moderne, des temps modernes. C'est vraiment quelque chose qui est hors du temps et en particulier Mmh. qui, pour moi en tout cas, ralentit le temps. Je suis quelqu'un qui a un petit problème, j'ai des problèmes d'attention, j'ai des problèmes de surménage un peu, j'ai du mal à... Quand j'arrive à l'IHES, j'ai l'impression que tout ralentit et que j'ai le temps de Mmh. penser. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont su faire, qu'ils ont su mettre en valeur hein, Ouais, et qui fait qu'on est très, très, très créatif. En tout cas, dans mon cas, je suis très créatif ouais, j'imagine. quand je suis là-bas. OK. Et donc, pour finir sur cette partie, après je referai juste un petit retour sur, ta thèse, pour que Tant que tu tu nous me en parles un peu redemandes plus pas parce le qu'on va titre, pas c'est faire bon. un Aïe, 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 C'était aïe, là la aïe, question aïe, piège, il aïe, y en a aïe. toujours une, c'était là. Mais donc juste pour finir sur ces moments de ta carrière qui se sont un petit peu, enchaînés, est-ce qu'il y a aussi mais j'ai une petite idée de la réponse, mais est-ce qu'à un moment tu as envisagé de choisir un poste sans charge d'enseignement? Comme chez nous, en France, on a le CNRS et l'INRIA, par exemple. Alors ça veut pas dire qu'on n'enseigne pas du tout, mais c'est pas dans la fiche de poste de base, quoi. D'abord, je ne sais pas s'il y a des équivalents en Suisse et est-ce que c'est quelque chose que Alors, tu as envisagé? il y a pas d'équivalent en Suisse. En Suisse, tous les professeurs ou le corps intermédiaire, toutes les personnes permanentes à l'université enseignent. À vrai dire, tous les postdocs et tous les étudiants en thèse aussi. Des charges qui sont plutôt plus importantes qu'en France. Pour les postdocs et les assistants, pas pour les professeurs. Euh, non, j'ai jamais envisagé. En fait, ce qui se passe, c'est que l'IHES, il n'y a pas d'enseignement, justement. Donc, je me suis retrouvé à avoir un poste sans enseignement, sans l'avoir demandé. À un moment où je me suis dit, bah, Mmh. en fait, finalement, je donne tellement de cours au niveau doctoral et au niveau recherche, parce que c'était une époque où on me demandait énormément de cours dans des écoles d'été, par exemple, où on va pendant un mois Mmh. à Vancouver donner un cours, ou à Princeton donner un cours, etc. Donc j'enseignais beaucoup de toute façon, mais plutôt au niveau doctoral et au niveau recherche. Et je me suis dit, bah du coup, Mmh. peut-être finalement un poste sans enseignement, c'est pas mal. Et en fait, ça m'a manqué énormément. Ça m'a manqué énormément. Donc, je suis Ouais. revenu, c'est-à-dire que Genève ne m'oblige plus à enseigner parce que justement, j'ai ce poste à l'IHES et je fais quand même une charge d'enseignement parce que je OK. trouve que enseigner euh, en licence, enfin dans les premières années, par exemple, est quelque chose qui est vraiment important pour tout le monde, à la fois bien sûr en termes c'est l'une de nos utilités principales, hein, soyons honnêtes, c'est de transmettre aux autres notre savoir en mathématiques. Donc déjà, il y a un sentiment d'utilité quand on enseigne, mais il y a aussi, pour moi, c'est de nouveau, quand on repense un peu peut-être à ces difficultés à déconnecter quand on a peut-être avoir une tendance à être Ouais. obsessionnel sur certaines choses, à des troubles d'attention. Tout ça, quand j'enseigne, j'enseigne. Je suis à 100% dans mon enseignement, je suis devant ma Ouais, bien classe, sûr. les gens me posent des questions, j'essaie de comprendre comment ils pensent pour leur transmettre la chose de la façon la meilleure pour eux, etc. Je suis à 100% dedans et en fait, ça me ressource énormément. Alors, c'est fatigant physiquement, mais par Mmh. contre, c'est quelque chose qui me ressource énormément. Et j'envisagerais plus de ne pas enseigner. Alors, j'ai la chance hein, d'avoir une charge d'enseignement qui est raisonnable, parce qu'en France, parfois, et en particulier
quand je pense aux maîtres de conférences, la charge d'enseignement peut être énorme et en fait, du coup, détériorer la qualité de recherche parce que juste c'est trop chronophage. Moi, j'ai cette chance. Oui. En Suisse, la charge d'enseignement est plus raisonnable. Et donc, c'est à peu près, on va dire, l'équivalent, là c'est technique, mais l'équivalent de ce que font les gens à l'IUF. Donc, ça va être une réduction, on va Oui. dire, de moitié par rapport à la charge française. Moitié, voire tiers. Donc là, ça devient vraiment, à mon avis, la bonne charge d'enseignement pour avoir Ouais. un équilibre dans notre travail. Et donc, cette charge-là, je suis très heureux de l'avoir et je la remettrai pas en cause. Ça, c'est clair. Mais du coup, tu es toujours prof à l'université de Oui. Genève, en plus d'être prof à J'ai l'IHES, gardé les tu as deux. gardé Les les deux 2. institutions se sont mises D'accord. d'accord d'ailleurs, ça a toujours été, ça c'est une des choses que j'apprécie particulièrement, c'est que les deux institutions ont toujours travaillé main dans la main pour qu'il y ait Ouais. un équilibre, enfin pour que l'équilibre que moi je voulais puisse être un équilibre qui leur convienne. Donc, ouais, je suis prof aux deux. OK. Voilà. OK. Bon, bah, écoute, comme ça, on a balayé à peu près, toute ta carrière. On va juste revenir, avant de passer un peu de temps, sur ta vie de chercheur actuelle, revenir quelques instants sur ta thèse. Est-ce que, du coup, tu peux, nous expliquer de quoi parlait Ah, ta thèse? alors je connais pas le titre, mais quand même je sais ce qu'il y avait dedans. Ah, quand même. Il est brillant, hein, il est brillant. Bref, non, donc ce que j'ai fait dans ma thèse, c'est que donc moi, de façon générale, peut-être pour donner un contexte, j'étudie donc à l'aide des probabilités, donc l'étude des phénomènes aléatoires. J'essaie de comprendre quelque chose de très physique. J'essaie de comprendre les transitions de phase. Les transitions de phase, c'est comment un système change brusquement de comportement quand on change les paramètres du système. Je vous donne un exemple. Si on prend de l'eau, si je la refroidis à 0 degré, ça devient de la glace. Immédiatement, c'est très Mmh. brusque. Si je passe à 100 degrés, ça devient de la vapeur. Il y a plein de Mmh. transitions de phase dans la nature. Une autre transition de phase, c'est si je prends un aimant et que je le chauffe, il y a une température qu'on appelle la température de Curie, à laquelle l'aimant arrête d'être un aimant. Il ne sait plus attirer. Et Mmh. donc, le but, c'est d'essayer de comprendre mathématiquement pourquoi ces choses-là ont lieu. Alors, ça s'appelle de la physique statistique, parce que c'est de la physique de notre échelle. Hein. Souvent, les gens entendent parler de la physique des très grandes échelles, hein, la relativité générale, les choses comme ça. Ouais. En général, ça implique pas énormément de systèmes. Hein. Si on prend rien que le système solaire, hein, une étoile Mmh. et 8 ou 9 planètes en fonction de votre résistance. Pour moi, Pluton sera toujours une planète. Non, j'entends. J'accepte que des gens plus intelligents que moi aient décrété ça, même si ça me rend triste. Euh, non, donc on a peu de planètes, une étoile, et pourtant c'est déjà extrêmement complexe à étudier. Si on prend la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, pareil, même comprendre la structure d'un atome, comment il se comporte, etc. Pourtant, c'est Mmh. quelques particules dans le noyau, c'est quelques électrons autour, et c'est déjà hyper compliqué. Et maintenant, Mmh. imaginez, essayez de comprendre le gaz dans notre pièce, dans la pièce dans laquelle vous êtes, hein, l'air. C'est des milliards de molécules, elles s'entrechoquent, elles sont toutes soumises à différentes forces, etc., etc. On a des systèmes extrêmement complexes. Pour essayer de comprendre ces systèmes, eh ben, l'une des seules façons mathématiques de le faire, c'est de se dire, plutôt que de regarder le comportement de chaque molécule, ou si je lance du sable sur la plage de chaque grain de sable, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de comprendre le comportement typique. C'est-à-dire, je vais regarder en moyenne. Ça, c'est beaucoup plus simple à faire. C'est là où les probabilités interviennent. Donc moi, je faisais ça, j'essayais d'utiliser les probabilités pour comprendre le comportement typique, par exemple, d'aimants. Mmh. Et donc, pour comprendre ce comportement, eh ben, on doit étudier la théorie des probabilités de façon, on va dire, applicable à la physique. Et il se trouve que dans les années 60, quelqu'un a trouvé quelque chose d'assez merveilleux. Il a trouvé un lien entre différents phénomènes physiques.
Il a compris que les phénomènes de magnétisme, comme les phénomènes qui sont reliés aux aimants, ils sont en fait reliés à des phénomènes différents, des phénomènes de porosité. Est-ce que comment l'eau va à travers un matériau poreux comme du charbon ou de la pierre ponce, etc. Ou un gaz d'ailleurs, pas forcément de l'eau. Et ces phénomènes-là, il y a des modèles mathématiques qui permettent de les comprendre. C'est des modèles qu'on appelle les modèles de percolation. Percolation pour la raison un peu simple, il y a cette analogie, on va dire, assez visuelle. Hein, si je mets de l'eau sur mes grains de café, l'eau va percoler à travers ce matériau poreux, récolter les arômes et nous donner du café. Et donc ces modèles de percolation, ils étaient du coup, ces gens, Fortuyn, Castellane, plein d'autres personnes ont compris dans les années 60-70, que ces modèles de percolation étaient reliés à tout plein de phénomènes physiques comme le magnétisme. Le problème, c'est que ces modèles de percolation, ils étaient très compliqués à étudier. Et en particulier, il n'y avait qu'un seul modèle qu'on comprenait bien, qui était le modèle le plus simple, en quelque sorte, qu'on appelait le modèle de percolation de Bernoulli. C'est un modèle où il y avait beaucoup d'indépendance pour les mathématiciens et mathématiciennes qui ont fait un peu de théorie des probabilités. L'indépendance, c'est un des outils les plus pratiques quand on fait des probabilités. Quand on n'a pas d'indépendance, on est en général pas bien. Voilà. Et donc, on comprenait assez bien la théorie de la percolation indépendante, quand il y a de l'indépendance. Le problème, c'est que c'est pas les modèles qui expliquent les phénomènes de magnétisme et les autres phénomènes, etc., comme par hasard. Hein. Bien sûr, les phénomènes qui nous intéressent sont les phénomènes les plus compliqués à étudier, et heureusement d'ailleurs. Et donc, du coup, moi, quand je suis arrivé dans ma thèse, enfin au début de thèse, on comprenait très bien ces modèles de percolation indépendante. En particulier, mon directeur de thèse avait démontré un résultat majeur sur ces théorèmes, sur ces modèles de percolation indépendante. Et moi, j'ai été extrêmement frustré de voir que les modèles de percolation dépendante, donc celles qui sont pas aussi simples, on comprenait essentiellement rien dessus. Vraiment, on était Fanny, comme dirait l'autre, on est zéro pointé, aucune idée de comment commencer, même à dire des choses un peu intéressantes. Il y avait des résultats, bien sûr, je schématise un peu, mais vraiment la compréhension était très limitée par rapport à celle de la percolation indépendante. Et donc en fait, ce que j'ai fait moi pendant ma thèse, c'est que j'ai fait, Stas voulait que je démontre des choses extrêmement évoluées directement, un peu les analogues de ce qui était compris dans la percolation indépendante. Et moi, j'ai dit, mais en fait, on comprend pas le problème d'avant, ni le problème d'avant, ni le problème d'avant, ni le problème d'avant, ni le problème d'avant. Enfin, je vais prendre les choses dans l'ordre et je vais m'y mettre. Et en fait, c'est essentiellement le leitmotiv de toute ma recherche, c'est que j'ai commencé à développer une théorie, si vous voulez, un peu robuste de la théorie de la percolation, une version robuste qui s'applique aux modèles de percolation dépendante, qui sont les modèles qu'on voit apparaître dans d'autres phénomènes physiques. Donc du coup, on va dire que ça a décuplé d'un certain point de vue les applications potentielles de la théorie de la percolation. Parce que maintenant, c'était on comprend les bons modèles, on comprend les modèles qu'on a envie d'utiliser. Et donc, ça a commencé avec ma thèse. J'ai commencé tranquillement à comprendre d'abord ce qui se passait, par exemple, en 2 dimensions, donc pour des modèles de percolation qu'on appelle planaires. Donc ça, c'est des modèles de porosité, mais comme si votre pierre, elle était, ou votre morceau de charbon, il était très, 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 très fin. Alors vous pouvez me dire, mais pourquoi il essaye de faire ça? Très clairement, les modèles de charbon, ils sont plutôt, le charbon c'est tridimensionnel. Mais bon, les problèmes de porosité, ça va peut-être aussi expliquer, par exemple, ce qui se passe dans des systèmes dépressionnaires ou des choses comme ça. Où là, quand on commence à penser à l'atmosphère terrestre, la hauteur est beaucoup plus faible que la largeur. Hein. Si on prend des systèmes dépressionnaires, ça peut faire des milliers de kilomètres de diamètre. C'est beaucoup plus large que haut. Donc, en fait, c'est des systèmes qui essentiellement sont planaires, en fait. Donc ça a des applications, ces systèmes, cette percolation planaire. J'ai commencé à développer ça. Ça marchait très bien.
essentiellement ma thèse, c'était le début de cette chose-là. Puis plus tard, en fait, j'ai continué à développer. J'ai essayé de faire des choses en dimension 4. Alors de nouveau, vous pourriez me dire, mais pourquoi en dimension 4? Tu veux pas travailler en dimension 3? Mince, les systèmes sont tridimensionnels. Mais en fait, en dimension 4, ça a des liens avec la physique quantique, donc c'est l'espace-temps. 3 dimensions spatiales, une dimension temporelle, etc. Donc, peu à peu, en fait, j'évolue comme ça, en partant de ce que j'ai fait dans ma thèse, développer cette théorie de plus en plus robuste, donc qui va s'appliquer de plus en plus généralement de ces modèles de porosité, si on veut résumer. Voilà. L'intérêt de ces modèles qui expliquent la physique des phénomènes physiques, ce sont des modèles qui sont très riches mathématiquement, en fait. C'est des modèles qui, leur étude mathématique permet la création de plein d'objets mathématiques, de concepts mathématiques intéressants. En général, ça crée des ponts entre différents domaines des mathématiques, etc. Moi, je fais des probabilités, mais j'utilise énormément de combinatoires, j'utilise de l'analyse, de l'algèbre parfois. Ça permet de créer des liens entre différentes choses, et c'est ça en tant que mathématicien, c'est là que je trouve de la beauté dans ces modèles mathématiques. Et voilà qui conclut cette première partie de notre entretien. Dans la seconde partie, on reviendra sur la médaille Fields d'Hugo, sur les conditions dans lesquelles il l'a obtenue, les conséquences que ça a eu sur sa carrière et sur le tourbillon médiatique qu'elle a entraîné. On parlera également de sa vision du métier de chercheur et chercheuse en mathématiques. Enfin, on abordera son rapport à la diffusion des sciences vers la société de façon générale et on s'attardera sur son rôle d'ambassadeur de la Maison Poincaré, premier musée de mathématiques en France qui ouvrira ses portes en septembre et dont j'ai moi-même également l'honneur d'être ambassadrice. Je vous donne donc rendez-vous d'ici quelques jours pour la seconde partie. D'ici là, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à aller mettre 5 étoiles et laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Vous, oui, vous qui m'écoutez, ça vous prend très peu de temps, mais moi, ça m'aide énormément avec nos amis les algorithmes. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.